Je vais être très honnête, j'ai même pas le conflit m'a surpris, parce que ça faisait très, très longtemps évidemment que les gens du Donbass attendaient cette intervention russe. Ça m'a surpris totalement, les bruits qu'il y avait, j'ai pas vraiment prêté attention. Je pensais que ça avait tellement été attendu depuis longtemps, annoncé et cetera, que c'était pour moi improbable. Donc j'ai été surpris très franchement par le déclenchement de l'opération spéciale. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker, partager, commenter cet entretien et aussi de télécharger l'application Omerta sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des productions d'Omerta, que ce soit nos analyses quotidiennes à l'écrit, mais aussi nos reportages, nos grands documentaires et nos émissions spéciales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité de la guerre en Ukraine et pour ce faire, je reçois monsieur Laurent Braillard. Bonjour. Bonjour, bonjour Charles. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur la chaîne YouTube d'Omerta, mais la question ukrainienne, vous la connaissez bien puisque vous couvrez ce conflit, en particulier le conflit du Donbass depuis 2015. Vous êtes russophone et vous avez en particulier développé votre activité dans le Donbass autour de l'enquête. Vous avez dans vos sujets de prédilection les services secrets ukrainiens, les crimes de guerre, mais aussi l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier puisqu'il s'agit des mercenaires au service de l'Ukraine. C'est un sujet particulier parce qu'il a été évoqué un petit peu sur les médias mainstream, mais on en sait finalement assez peu. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en introduction si ces fameux mercenaires dont on a parfois évoqué l'existence, il s'agit bien d'une réalité au sein de l'armée ukrainienne? Alors d'abord, merci à Omerta de l'invitation. D'abord, alors pour répondre à la question, oui, bien sûr, on se souvient de l'appel de Zelensky. On était au début de mars 2022, quand il appelle à la formation d'une légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. Cependant, les mercenaires sont venus bien avant, au début du conflit dès 2014, et puis il faut classifier ces mercenaires. Alors, il y a les mercenaires purs, ceux qui viennent pour l'argent, c'est d'ailleurs la définition du mot mercenaire. Ensuite, il y a des combattants idéologiques, donc des volontaires, et puis toute une sorte, toute une faune de gens. Ils sont assez nombreux. L'Ukraine, Zelensky avait parlé de 25 000, 30 000 mercenaires. Ils sont probablement entre 15 et 18 000 à l'heure actuelle, à être venus depuis 2022 et même depuis 2014. Voilà, c'est vraiment une réalité, c'est assez nombreux parce que 15 000, ça nous fait à peu près l'équivalent d'une dizaine de brigades ukrainiennes quand même. Une brigade à 1500 hommes. Je l'ai dit, vous êtes arrivé dans le Donbass en 2015, vous êtes russophone, vous êtes arrivé en Russie, je crois, en 2010. Pour revenir un peu en arrière, est-ce que dans cette période de 2015-2022, donc avant le début de l'opération spéciale lancée par Vladimir Poutine, est-ce qu'il y avait déjà une présence de mercenaires au sein de l'armée ukrainienne et d'où venaient ces mercenaires? Alors des deux côtés, d'ailleurs, du front, il y a des gens qui sont venus côté russe, côté Donbass dès le début et côté de l'Ukraine. Il y a des exemples assez concrets. Il y a par exemple le reportage de Paul Morera, Les masques de la Révolution, où on voit d'ailleurs un Français qui porte le Pozivnoï, enfin le surnom de Mussolini, par exemple. Au départ, on voit pas mal en Ukraine de gens qui sont fascinés évidemment par l'idéologie bandériste, néo-fasciste, ultranationaliste, etc., néo-nazis qui viennent en Ukraine, mais pas que. Enfin, c'est surtout des combattants idéologiques. Ici, on ne peut pas trop parler de mercenaires au début, entre 2014 et 2021. Cependant, on voit arriver pas mal de gens qui viennent de Géorgie, on voit pas mal de transfuges russes, de Tchétchénie. Ils vont former des bataillons tchétchènes, Djokhar Doudaïev, Tchèque Mansour, la Meute enragée, 3 bataillons. Alors, bataillon, c'est un petit peu, en fait, c'est surtout des petits nombres, ils sont 100, 120, 150. Et puis, il y a aussi des Biélorusses, des transfuges, pas mal de néo-nazis, des Russes aussi, dans Azov.
On voit arriver toutes sortes de gens, des Britanniques, des mercenaires purs qui aiment la castagne, donc qui viennent pas forcément pour l'idéologie, mais parce qu'il y a une guerre et qu'ils aiment se battre et que c'est un petit peu, voilà, dans l'esprit de Bob Denard, voilà, un peu l'aventure. Il y a pas mal de criminels aussi, de repris de justice qui viennent dans ces époques et toujours maintenant, des gens qui fuient la justice, des casse-cous, voilà, des bagarreurs de toutes sortes. Et puis, on vient du monde entier, donc du Brésil, d'Amérique du Sud à cette époque. Mais ils sont en petit nombre. Cette guerre, au départ, elle n'est pas tellement médiatisée. On ne comprend pas bien ce qui se passe. On ne sait pas trop quels sont les enjeux. Voilà un petit peu le début de la guerre. Et puis, surtout, quand même, au départ, une présence, on va dire, ultra-nationaliste, bandériste, néofasciste, racialiste, face, voilà, cette mouvance. Et d'ailleurs, aussi du côté russe, par ailleurs. Dans cette période 2015-2022, ce que vous dites, c'est que l'aspect pécunier, vous disiez qu'un mercenaire, il s'engage aussi pour l'argent. Ce que vous nous dites, c'est que l'aspect pécunier, finalement, a assez peu à voir, ne représente pas une raison importante de l'engagement. On est plutôt sur de l'engagement pour des raisons d'aventure ou des raisons idéologiques. Oui, ou alors ce que j'appelle les paumés. Effectivement, au début de la guerre, de 2014 à 2022, on voit très peu. Il n'y a pas vraiment de mercenaires parce que les salaires sont très, 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 très faibles. C'est com- D'ailleurs, c'est combien c'est côté, l'air d'un mercenaire dans cette période? dans cette période, je ne connais pas spécifiquement les chiffres pour du côté ukrainien, mais je les connais du côté russe et c'était à peu près équivalent. Et les gars viennent se battre pour 200-300 euros par mois. Donc, on ne peut pas parler ici de mercenariat. Ils viennent pas pour l'argent. Ils viennent pour Oui. d'autres raisons et qui sont politiques, qui sont aussi des raisons de style de vie, entre guillemets. On voit arriver, par exemple, des gens d'un côté et de l'autre qui sont allés en Syrie, côté des Kurdes, par exemple, qui sont des vrais mercenaires. On voit des islamistes aussi, côté tchétchène, mais aussi qui voilà, viennent en Ukraine parce qu'ils sont l'ennemi est russe. Donc la Syrie, voilà, l'allié russe de la Syrie, etc. L'Afghanistan, voilà, tout ce passif politique, on voit arriver ces gens-là. Et puis les conflits issus de l'après-URSS. Donc on voit par exemple des Abkhazes, on voit des Géorgiens, on voit voilà, toutes sortes de gens, des gens de l'Azerbaïdjan aussi, qui viennent ici dans la haine de la Russie essentiellement. Et alors, dans cette première période, on sait qu'il y a il y a les accords de Minsk 1, de Minsk 2, que théoriquement, on a une ligne de front qui est figée. On a des tranchées qui se creusent de part et d'autre, des bunkers qui se construisent. Il y a des tirs échangés. Quelle est, dans cette période de relative accalmie, par rapport aux événements de Maïdan et aux affrontements entre populations de Donetsk, Lugansk et de l'armée ukrainienne, quel est le rôle qui était dévolu dans cette période à ces unités de mercenaires? Alors d'abord, je peux dire qu'il y a une période chaude, vous l'avez évoqué, c'est celle de donc la bataille des frontières, la bataille de Debaltsevo, enfin on est avant les accords de Minsk et il y a après. Ces mercenaires volontaires, enfin on les appelle comme on veut, vont partir en fait au bout d'un moment. C'est pas qu'il y a plus de guerre, il y a des tirs, il y a quelques petites batailles, notamment en 2016 à Yassine-Novataïa en mars, il y a aussi celle de l'arc de Svetlodarsk, on est en 2017 il me semble. Mais c'est quand même un front qui est figé, comme vous l'avez dit, et ces gens s'ennuient, le conflit dure et ils commencent à partir. Et d'ailleurs, il y a des unités entières, notamment chez les Tchétchènes du côté ukrainien, ou la Légion nationale géorgienne, qui a été fondée en 2014, qui disparaissent plus ou moins parce que ils partent. Ils partent, la guerre s'enlise, ça dure, ça dure, ça dure, ils s'ennuient, il n'y a pas tellement d'action ou très peu, même s'il y a quelques pertes militaires, ils partent. Donc il y a un moment donné où finalement certains vont faire souffle en Ukraine, vont trouver une femme, vont rester là, ont reçu des médailles, ils vont faire souffle, mais beaucoup rentrent. Donc quand on est vers 2018, 2021, là il reste plus beaucoup d'entre eux dans les forces ukrainiennes. Certains sont engagés dans l'armée ukrainienne ferme, donc dans l'armée régulière. Pour le reste, voilà, ils disparaissent momentanément de l'histoire. Avant, dans les mois qui précèdent le déclenchement de l'opération spéciale le 24 février 2022, il y a une montée en puissance à nouveau de l'armée ukrainienne qui, selon les Russes, se prépare à lancer un assaut sur les territoires de Donetsk et de Lugansk. Est-ce que dans ces quelques mois un peu charnières entre cette période de relative accalmie et le début de la guerre, est-ce que vous avez senti, vous avez observé justement un retour de ces mercenaires et
une entreprise de Kiev pour restructurer des bataillons de mercenaires importants? Alors à cette époque, il n'y a pas de formation d'unités de volontaires nationaux de quelque pays que ce soit ou de mercenaires. C'est une époque plutôt calme. Par contre, on voit arriver quelques personnels, quelques militaires dans la défense territoriale qui a restructuré en 2018. Et par exemple, dans la 36e brigade de marine, comme vous le savez, elle sera détruite en grande partie à Mariupol. On voit quelques profils, surtout des Britanniques, quelques Américains, quelques Suédois qui sont là et qui ont signé des contrats. Donc entre 2018 et 2022 essentiellement, mais c'est vraiment, comment dire, anecdotique. Franchement, à ce moment-là, la guerre en Ukraine ne fait plus rêver personne, entre guillemets, si elle a jamais fait rêver quelqu'un. Mais en tout cas, dans ces époques, il n'y a pas franchement de mouvement, d'autant que, bon, comme on l'a dit, la guerre s'est enlisée. Le conflit, bien sûr, est annoncé, arrive en 2021, ça bouge quand même. Déjà, il y a des annonces, mais on ne voit pas arriver grand monde pour l'instant. Ça sera vraiment après l'opération spéciale, après l'appel du président Zelensky. J'en profite pour vous demander, vous qui connaissez bien le terrain du Donbass, enfin de la Russie, mais du Donbass en particulier depuis 2015, donc depuis le début quasiment des affrontements pour ce conflit des frontières, vous avez rappelé. Est-ce que vous avez vu venir, vous dites là qu'il y a une montée en tension et un début de préparation à partir de l'année 2021, est-ce que vous avez vu le climat se tendre et des deux côtés peut-être aussi des préparatifs de cette guerre? Est-ce que finalement le déclenchement de cette guerre vous a surpris? J'ai rien vu. Je vais être très honnête. J'ai même pas. Le conflit m'a surpris parce que ça faisait très très longtemps, évidemment, que les gens du Donbass attendaient cette intervention russe. Ça m'a surpris totalement. Les bruits qu'il y avait, je n'ai pas vraiment prêté attention. Je pensais que ça avait tellement été attendu depuis longtemps, annoncé, etc., que c'était pour moi improbable. Donc j'ai été surpris, très franchement, par le déclenchement de l'opération spéciale. Quand l'opération spéciale se déclenche, il y a de premiers bombardements dès la nuit du 24 février sur toute l'Ukraine. Mais dans les premières heures de ce conflit, il y a le bombardement par les Russes d'une base de mercenaires à Jitomir. Il y a d'ailleurs eu des témoignages de Français qui s'étaient engagés puis qui sont repartis, mais qui ont vu ces bombardements sur cette base. En fait, c'est à Yavorov, à côté de Lvov. À Yavorov, pardon. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà une présence de mercenaires, d'unités qui allaient être reformées par les Ukrainiens. On a aussi parlé, Régis Le Sommier a d'ailleurs rencontré un formateur américain qui venait des Marines. Les Ukrainiens se repréparaient des unités de mercenaires, vraisemblablement. Bien sûr, parce qu'ils savent très bien, enfin, ils savaient très bien qu'ils auraient besoin de l'aide internationale. Ils savent très bien qu'il y avait un potentiel d'attirer en Ukraine des soldats. Vous avez parlé d'un instructeur des Marines US expérimenté qui pouvait être utile dans les forces spéciales, etc. Donc, effectivement, cette idée était déjà là et ils avaient déjà utilisé ces gens-là donc dans le passé. On a parlé de la 36e, d'enrôlement des Britanniques qui étaient venus et il y avait des accords autrefois. Mais là, c'est pas vraiment du mercenariat, on s'éloigne un peu. Mais Canada, Suède, États-Unis et Royaume-Uni ont formé 80 000 soldats à peu près entre 2015 et 2021. Donc tout ça est dans les cartons. Et ça, c'est assez évident. Et l'appel de Zelensky viendra très vite. Quel est l'intérêt pour l'Ukraine, en dehors d'augmenter le nombre de combattants, mais quel est l'intérêt pour les Ukrainiens d'avoir des forces de mercenaires aussi importantes? Il y a plusieurs dizaines de brigades, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Quel est l'intérêt pour l'Ukraine d'avoir ces hommes sous la main et à quoi sont-ils employés? Enfin, c'est quelques milliers, hein, comme je l'ai dit, entre 15 000 et 18 000. L'aspect pour moi, en tant qu'historien, le plus important pour l'Ukraine, c'est la propagande. C'est faire un choc à l'international où le monde entier se trouve concerné et où d'ailleurs ils arrivent du monde entier. Dans mes listes, j'ai 103 pays. Les mercenaires viennent de 103 pays. Donc pour l'Ukraine, c'est vraiment une opération de com qui a bien réussi, hein, qui a été vraiment énorme. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Les médias de l'époque, surtout en mars, pas dans le printemps 2022, se sont un peu rués sur le sujet, à essayer de trouver les Français, par exemple, qui partaient
en Ukraine, etc. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de témoignages. Ça, c'était le premier acquis de l'Ukraine. Le second, évidemment, vous l'avez dit, c'est évidemment un apport de force, un apport d'expérience, et aussi à travers eux, parce que ces gens-là, souvent, même toujours, arrivent en s'équipant eux-mêmes. Donc, appel de dons, ils s'équipent eux-mêmes. Il y a un aspect où ici, ça leur coûte pas grand-chose à la base, au départ. Donc, c'est quand même pour eux intéressant. Puis, l'expérience militaire à tirer des anciens des guerres de l'OTAN, Afghanistan, Irak, etc., et qui, quand même, avaient une certaine utilité dans un contexte de mobilisation. Il y a énormément d'Ukrainiens qui n'avaient absolument aucune expérience. Donc, leur arrivée, quand même, beaucoup ont servi comme instructeurs au départ, surtout les plus vieux. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et puis, peut-être le troisième, je l'ai dit, c'est cette histoire de. Vous vous souvenez des brigades internationales en Espagne? Elles sont devenues légendaires. Donc, il y a ici aussi un aspect créer une légende. Les Ukrainiens aiment beaucoup. Dans le modérisme, il y a beaucoup voilà, de structures, enfin de standards ou sur les mythes et légendes. Ils aiment beaucoup magnifier l'héroïsme, etc. Et ici, c'était pour créer un peu ce choc historique aussi, et qui restera dans les mémoires, hein. Et ça, de ce côté-là, il faut le reconnaître, ça restera dans les mémoires. Leur aventure à ces gens-là restera dans les mémoires et dans l'histoire. On peut dire que ces mercenaires, ils sont employés aujourd'hui sur la ligne de front. Vous avez parlé d'instructeurs pour les plus anciens, mais en général, est-ce que ces brigades, est-ce que ces unités, elles sont employées vraiment en première ligne? En fait, la différence avec les brigades internationales ou par exemple les divisions de Waffen-SS constituées d'étrangers comme la Charlemagne, etc., il y en a beaucoup, eh bien, ne sont pas utilisées en unités constituées. Pour plusieurs raisons. La première, c'est le barrage de la langue. 103 pays, donc imaginez le nombre de langues. L'Ukraine, c'est pas comme la Russie, un pays où on pratique beaucoup l'anglais, notamment dans les classes basses de la société. Donc, le soldat ukrainien, c'est quand même assez souvent quelqu'un qui vient de la société, voilà, quelqu'un de simple, etc. Donc, difficulté ici de commandement par rapport à la langue. Aussi, une grosse crainte, je pense, aussi des espions. Et comme dans toutes les unités de mercenaires et de volontaires, dans l'histoire, ça s'est vérifié toujours, l'indiscipline. Donc, quelque part, ici, c'était compliqué de les employer. Donc, ils ont été très souvent, au départ, on dit à la suite d'unités de l'armée régulière. Les meilleurs ont été incorporés dans les forces spéciales, par exemple la brigade Oméga, c'est de la garde nationale, ou dans d'autres forces spéciales, du GOUR, etc., pour voilà, aller dans des missions. Voilà, là, on est sur vraiment des combattants très expérimentés. Mais on n'a jamais vu de bataillon entier, une brigade entière sur le front. Et au départ, ils ont été assez peu utilisés. D'abord parce qu'il faut mettre ça en place. Donc, il y a toute une organisation, il faut les enrôler, il faut des contrôles des services de sécurité pour vérifier qu'ils ne sont pas des espions au milieu d'eux. Il y a évidemment un tri. Au départ, leur grande inquiétude, c'est ce qu'on appelle les combattants TikTok, donc ils refusent quand même pas mal de monde au départ. Il y a des gens qui, voilà, des très jeunes, voilà, jeux vidéo, TikTok, etc., qui viennent sans expérience. L'Ukraine n'a pas tellement besoin de ces gens-là. Donc, au départ, c'est assez compliqué. Ils combattront assez peu. On finit par les voir vraiment réellement dans l'automne 2022, où là, à part les unités dont j'ai parlé de transfuses tchétchènes, de géorgiens, les Biélorusses de Kastus Kalinowski, c'est une brigade donc de volontaires biélorusses. Les autres, les Européens, les Anglo-Saxons, Asiatiques et quelques Africains très peu nombreux, etc., on ne les voit pas au départ. Ensuite, il y a une évolution. En 2023, on commence à les voir. En 2024, par contre, pour des raisons militaires voilà, pressantes, de défaites tactiques un peu partout sur le front, ils sont engagés là pour le coup. On commence à les voir très nombreux, et surtout les Colombiens à Tchasofiar, et puis on les voit ensuite à Course, et on les voit un peu partout. C'est surtout 2024 où là, leurs pertes d'ailleurs deviennent visibles, et comme les Russes avancent, ils s'emparent, enfin ils prennent les cadavres, enfin ils trouvent les cadavres abandonnés, et là on commence à avoir énormément de profils de pertes, de tués parmi ces mercenaires, de plus en plus souvent, et en 2025, ça s'accélère encore. Là, j'ai rentré aujourd'hui des gens qui sont morts sur la ligne de Soumy, dont un Français. Donc, mais c'est toute une évolution, ça a été très long, et pour l'instant, maintenant, ils sont dispatchés
derrière les brigades ukrainiennes. On appelle ça à la suite. D'accord, donc ils sont sur des missions, ils sont pas en première ligne. Souvent, ils sont plutôt en deuxième et troisième ligne, en fait, en soutien. Au départ, oui. Maintenant, ils sont vraiment en première ligne, notamment les Colombiens. À Tchasofiar, avec la 200e brigade, on a commencé de voir des pertes énormes chez les Colombiens et c'est parce qu'ils étaient en première ligne. Et sur Koursk et la ligne de Soumy aussi. Mais au départ, oui. Au départ, ils sont en deuxième ou troisième ligne, on leur fait pas tellement confiance. Et puis il y a aussi un problème, il y a beaucoup de plaintes chez eux aussi, d'armement, de munitions. Ils se plaignent, ils sont un peu la dernière roue du carrosse. Et puis ça dépend des unités où ils tombent. Parce que en fonction de leur engagement, on va dire, il y a ceux de la Légion internationale, mais il y a ceux qui vont aller dans Carpathian Sich, c'est une unité bandériste, dans la brigade Azov. Bon, bah, on ne fait pas le portrait de la brigade Azov, qui sont des idéologiques bandéristes, néofascistes, etc. Il y a le Duk, le corps des volontaires ukrainiens de Yarosh, c'est aussi des bandéristes. Il y a aussi le corps des hospitaliers, c'est aussi des bandéristes. Donc, en fonction des situations, tous ces corps bandéristes sont en première ligne. Et là, on a des pertes assez grandes chez les mercenaires qui y sont. Enfin, qui ne sont pas des mercenaires ici, qui sont des volontaires idéologiques. Et puis, pour des raisons militaires et de manque d'effectifs, CF, les recrutements forcés du TCC, eh bien, dès la fin de 2023 et 2024, là, ils vont en première ligne et là, leurs pertes sont lourdes. Quelles sont les nationalités qui fournissent le plus de mercenaires à l'armée ukrainienne? Vous avez parlé des Colombiens, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui se dégagent particulièrement? Le top 10, c'est donc les Colombiens très loin devant. C'est une tendance qui a commencé en 2022, fin 2022. Ils viennent pour l'argent, ils sont très nombreux. J'en ai 4073 dans mes listes. J'en ai presque 870 qui sont colombiens. Ensuite, de mémoire, c'est les États-Unis. Donc, évidemment, pour des raisons surtout idéologiques, il y a quelques combattants, alors idéologie combattant de la liberté, voilà, quelques mercenaires et un peu de néo-nazis, racialistes, suprémacistes blancs. Ensuite, c'est le Brésil, la Géorgie, ensuite les transfuges russes, le Royaume-Uni, les transfuges biélorusses. Avant, il y a la France, le Canada et la Pologne. Voilà le top 10. Tout en début de cet entretien, on a dit que l'aspect pécunier jouait finalement un rôle assez mineur dans cet engagement. Aujourd'hui, vous parliez des Colombiens, mais pour un certain nombre de nationalités, j'imagine que les salaires donnés par Kiev sont plus importants. Quelle est aujourd'hui la part dans la motivation, dans cet engagement pour un mercenaire? Quelle est la part aujourd'hui de l'aspect financier? Jusqu'en 2021, ça compte pas beaucoup. En 2022, ça devient très important. Selon les cas et les unités, ces mercenaires, là, maintenant, pouvaient gagner entre 800 et 4-5 000 euros. Alors là, c'est plus la même. Donc, on a énormément de mercenaires qui sont venus pour l'argent et ça dépend de la zone géographique et évidemment du pays dont ils viennent. Les Colombiens, voilà, un Colombien lambda dans sa pampa va peut-être gagner 200-300 euros par mois. Donc, avec un salaire qui est de 3 000 euros, vous imaginez ici la carotte que ça représente. Donc, ces gens-là gagnent quasiment en un an, même avec les frais d'avion, etc., ils peuvent gagner 4, 5, 6 ans de salaire d'un seul coup s'ils survivent dans un enrôlement de 1 an. Donc, c'est très important. Donc, tout l'Amérique du Sud, aussi des pays comme le Népal, les Philippines, tous ces pays qui sont plutôt, entre guillemets, pauvres, voilà, ces gens-là viennent pas du tout pour l'idéologie, la guerre, ils s'en foutent, ils viennent vraiment pour ramasser un pécule et rentrer chez eux. Et souvent, c'est assez étonnant, chez les Colombiens, il y a beaucoup de pères de famille avec des enfants, 2, 3, 4 enfants. Ici, ils viennent pour acheter un magasin, un business, une maison, financer les études de leurs enfants, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est pour les Sud-Américains et ces pays pauvres. Ensuite, évidemment, pour les Européens, c'est très différent. C'est souvent des combattants idéologiques purs, soit combattants entre guillemets de la démocratie, de la liberté, soit, alors ça dépend des pays, pour tout le groupe, c'est-à-dire mes 4000 mercenaires, il y a 10% à peu près de néo-nazis, mais si on prend la France toute seule, alors là c'est autre chose, on est à 30%, et puis le reste, les combattants idéologiques, puis ensuite, comme j'en ai parlé, les paumés, les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, des aventuriers et puis des criminels. Il y a quelques cas, bon, c'est plutôt
intimiste, mais j'ai à peu près 170, 180 cas qui sont des gens qui fuient la justice dans leur pays. Donc, ils trouvent là une solution de sortie et puis devenir peut-être un héros, entre guillemets. Et il y a aussi cet aspect-là de la chose. Il y en a qui viennent un peu en recherche ils cherchent la gloire, les médailles, etc. Il y a cet aspect-là qui existe aussi. Alors avant de rentrer dans le détail et puis de parler surtout des Français, des mercenaires colombiens, des mercenaires népalais, j'en ai vu côté russe. Comment vous expliquez que ces nationalités se retrouvent des deux côtés? Est-ce que c'est l'argent? Et quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mercenaires côté ukrainien que côté russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment vous l'expliquez? D'abord, pour la première question, c'est évidemment l'argent. Donc, ils vont venir côté russe ou côté ukrainien en fonction des contacts qu'ils ont eus, qu'ils ont trouvés de leur entourage. Les C'est salaires sont souvent... les mêmes côté russe? Vous parliez de 3 000 € côté ukrainien, c'est à peu près la même chose? Non, c'est moins côté russe, mais quand même, si on prend des unités comme Carpathian Sich, enfin des unités pauvres, entre guillemets, là, par contre, c'est beaucoup plus fort. Dans ces unités-là, dans le terrebonne, c'est-à-dire la défense territoriale, ils vont gagner 800 €, 1000 €. Alors que côté russe, ils vont gagner 2000, 2500. Donc évidemment, il y a des cas différents, ça dépend. Ensuite, pour la deuxième question, vous pouvez me la rappeler parce qu'elle est un peu sortie de la tête. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a moins de mercenaires, en Oui. tout cas c'est le constat que moi j'ai Alors, fait, côté russe? En fait, au départ, c'est l'inverse. C'est-à-dire que de 2014 à 2021, il y a beaucoup plus de gens qui viennent combattre pour la cause du Donbass. Parce qu'il y a l'aspect aussi idéologique qui pèse. Ce petit Donbass, le peuple du Donbass, ses enfants massacrés, etc. Enfin, tout ça fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui vient du côté du Donbass que du côté de l'Ukraine. Mais cependant, après l'opération spéciale, vous le savez bien, il y a toute ce brassage énorme de tous les masses médias dans le monde entier qui fait que ça atteint vraiment le fond des campagnes et que là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se décident à partir. Et puis, c'est présenté dans la propagande occidentale et ukrainienne comme voilà, un combat juste, les méchants russes, le Kremlin, le dictateur Poutine, les nazis russes, etc. Enfin, voilà. Donc, ça déclenche aussi toute une arrivée voilà, de ces combattants idéologiques pour la démocratie, etc., qui fait qu'ils viennent beaucoup plus côté ukrainien. C'est plus facile pour eux et surtout aussi, il faut savoir que dans la plupart des pays, le mercenariat est condamné, c'est au pénal, donc avec des peines de prison et des amendes assez lourdes. Donc venir du côté ukrainien alors que votre gouvernement supporte l'Ukraine, vous savez quand vous allez rentrer, vous n'aurez pas tellement d'ennuis. Alors que si vous partez du côté russe, évidemment, là je parle des Français, alors là c'est un peu autre chose, évidemment. Je pense que c'est une des raisons principales, c'est mass média et puis ce brassage dans le monde entier, et surtout évidemment dans le monde anglo-saxon, occidental, et dans les pays où l'Occident a une emprise. Côté ukrainien, c'est une espèce d'attelage un peu composite, mais avec vraisemblablement des contradictions idéologiques assez fortes. Il y a, vous le disiez, des gens qu'on peut plutôt idéologiquement classer à l'extrême gauche, qui s'étaient engagés aux côtés des Kurdes. Il y a aussi des nostalgiques de la Waffen-SS, des gens issus de l'extrême droite. Il y a des gens, je voyais dans les profils que vous avez listés, aussi qui sont... là, on a carrément des profils de satanistes. Je pense notamment à Lee Douglas McGreevy, un Britannique néo-nazi. Je pense aussi à des profils qui ne peuvent pas se recommander de la Waffen-SS, comme le profil de ce Colombien Georges David Gomez Cruzado, pseudo Quasimodo. Comment ces profils aussi hétéroclites peuvent cohabiter au sein d'une unité combattante, alors qu'il y a vraisemblablement des contradictions entre les profils qui sont parfois énormes. Ça peut être très difficile. Le fameux Quasimodo, c'est un pauvre monsieur qui a une maladie génétique assez grave et on voit bien qu'il est venu surtout parce qu'il cherchait peut-être une raison à sa vie et puis que c'est une manière aussi voilà, de montrer qu'il peut être utile. On sent qu'ici, il y a une quête personnelle.
Cependant, la cohabitation entre eux a toujours été difficile, côté russe aussi. C'est très difficile, évidemment, de faire cohabiter des gens si différents, de gauche, de droite, d'extrême droite, etc., des je m'en foutisses, etc., qui viennent de régions très différentes, qui parlent des langues très différentes, etc. Donc, il y a eu en Ukraine, par exemple, 12 d'entre eux ont été assassinés par leurs propres camarades. Il y a des cas assez célèbres, notamment deux Britanniques. Donc, ça se passe des fois très, très mal. Et puis, il faut comprendre il faut voir ça, par exemple, comme vous vous souvenez, les compagnies de mercenaires, les grandes compagnies au Moyen-Âge, il y a dans ces unités vraiment de tout. Des gens qui peuvent être des gens très propres sur eux, qui viennent, par exemple, de milieux assez aisés, d'autres du fin fond de l'humanité, des criminels, encore, je l'ai dit, des gens vraiment extrêmement différents, aux volontés très différentes, des gens qui cherchent les honneurs, je l'ai dit. Il y a vraiment de tout. Donc, c'est très difficile. Et de fait, ils se réunissent souvent, comme je l'ai dit, soit dans les unités nationales, biélorusses, géorgiens, transfuges russes, et après, dans les unités, par exemple, là, ils ont fondé il n'y a pas longtemps, dans le bataillon Svoboda, un truc qui s'appelle Argos Hispaniola. C'est clairement des hispaniques qui voilà, se réunissent entre eux. Donc, quand même, l'Ukraine essaye de les réunir dans des sections, etc. Et puis, on retrouve des unités. Il y avait l'unité, la brigade Norman, c'était des Canadiens et puis anglo-saxons et français. Donc, ils parlaient au moins l'anglais pour qu'il y ait une langue commune. On les retrouve comme ça, qui se regroupent en fonction aussi de l'expérience militaire. Il y a des unités qui cherchent à recruter le meilleur. On ne peut pas y rentrer si on n'a pas une expérience militaire. Si on est légionnaire, c'est le top. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis, des fois, ça se passe très mal. On voit des fois sur Internet des bagarres entre eux. Il y a des critiques. Certains rentrent et puis critiquent beaucoup leurs camarades ou ce qu'ils ont vu. C'est compliqué, évidemment. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas de ces mercenaires français, qui sont vraisemblablement au moins plusieurs dizaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans ce contingent de mercenaires de la présence française? Alors, j'en ai rentré 2 aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, j'en ai 183 dans mes listes. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils sont que 183 à être venus, hein. Dans le tas, j'ai quand même 27 morts déjà, donc ils sont évidemment bien moins et on sait qu'ils sont beaucoup plus. Il y a évidemment des gens qui n'ont pas tellement envie, qu'on les voit, bien sûr, il y a la guerre psychologique, il y a les guerres du renseignement, donc il y en a qui sont discrets. Il y a eu quelques articles dans Le Monde, il me semble Libération aussi, qui citaient un chiffre de 350 Français, 800 venus en Ukraine et 350 recrutés. C'est pas très clair, mais en tout cas, moi, j'estime leur nombre. J'en ai 183 sur 4000. Je les estime à 15-18 000. Si on prend le chiffre de 15 000, ben, on comprend bien qu'avec mes 4000, il y en a forcément eu à peu près 4 fois plus. On va dire plus de 500. Voilà, qui sont venus, qui sont rentrés ou qui sont morts déjà, etc. Donc c'est à peu près le chiffre. Et la France est une grosse pourvoyeuse de mercenaires. C'est le leader en Europe continentale de très loin. Est-ce qu'il y a une matrice idéologique chez ces Français? On peut imaginer qu'il y a certainement des gens sans emploi, mais la plupart quand même avaient des perspectives, ne viennent pas de nulle part. Est-ce qu'il y a le facteur idéologique les caractérise et si oui, quel est-il? Quelle est la part entre les militants d'extrême gauche et les militants identitaires ou qu'on peut En réalité, d'extrême droite? il n'y a quasiment pas de militants d'extrême gauche. J'en ai vu au départ côté russe, il y a longtemps. Mais là, actuellement, côté ukrainien, il n'y a quasiment pas de militants d'extrême gauche. Il y en a quelques-uns. C'est surtout du combattant idéologique pour la démocratie et la liberté. Donc vraiment, ils sont dans cette idée qu'ils vont combattre pour défendre l'Europe, la Russie va attaquer l'Europe, il faut aller défendre l'Ukraine. Et ce sont des gens qui souvent ont une expérience quand même militaire. Donc c'est des gens qui se disent, moi je peux aider, je vais donner un coup de main, et qui sont dans un aspect un peu romantique. D'ailleurs, certains sont rentrés très vite en disant, mais je me suis trompé. Mais bon, voilà, c'est la majorité. Ensuite, il y a le deuxième groupe, c'est celui des néo-nazis, ultranationalistes, suprémacistes blancs, la race supérieure, enfin ce qu'on veut. Eux, ils sont à peu près 30% du lot, c'est quand même beaucoup. Alors eux, évidemment, c'est autre chose, ils n'ont pas forcément une expérience militaire, ils viennent de tout un tas
d'associations ou de groupuscules qu'on connaît en France, très différents, identitaires, etc. Enfin, voilà, de ce moule-là. Et puis ensuite, il y a quand même quelques paumés dont j'ai parlé, des gens il y a quelques profils, voilà, de gens qui ne savaient pas quoi faire un peu de leur existence et qui ont trouvé là, ici, peut-être une occasion de devenir quelqu'un, entre guillemets, du moins de se sentir en vie. C'est quand même pas la majorité de très loin, hein. Et puis ensuite, il y a quelques mercenaires, j'imagine, quand même, mais c'est très difficile de voir ici pour les Français quand même, qui sont vraiment les mercenaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les voit en photo, alors là, on voit tout de suite, évidemment, dès qu'on voit la LVF, une tête de mort de la Waffen-SS, c'est assez clair. Et puis pour les autres, plus clean, voilà, ils ne portent pas ces insignes-là et on sent très bien. Au port aussi des armes, les Français sont quand même assez expérimentés. Moi j'en ai 40% qui ont au moins une expérience militaire. Alors ça peut paraître faible, il y a 60% qui n'en avaient pas, mais c'est quand même assez important. Voilà ce que je peux dire sur les Français et leur motivation. Mais je ne pense pas que l'argent soit quand même pour eux le gros moteur. On parle plutôt ici pour les Français de volontaires idéologiques dans les deux tendances que j'ai dit. Est-ce que cette présence des Français, vous l'avez constatée aussi de 2015 à 2022, ou est-ce qu'elle démarre, elle éclot vraiment avec au printemps 2022? Alors, on en a parlé au début de notre entretien. Non, ça démarre dès 2014. Paul Moreira montre ce fameux Mussolini dans les rangs du bataillon Azov et à l'époque, il crée des groupes et il y a un groupuscule politique ultra-bandériste. Là, je parle même d'ultra-bandériste parce que alors, eux, ils sont vraiment antisémites, enfin tout alignés, hélas. C'est la Misanthropic Division. Donc, eux, c'est créé dès 2014. Ils recrutent et ils vont dans le Djouk, c'est-à-dire le Pravi Sector, ils vont chez Azov. Donc, on les voit déjà. Mais ils sont très cachés, ils ont très peur de se montrer. On n'a quasiment pas de nom. Il y en a un qui est très célèbre, qui est mort en 2022, c'est Gaston Besson. Voilà, ancien mercenaire, ancien soldat, qui était dans les années 60. Il est mort, il avait combattu en Yougoslavie côté croate. Il avoue des crimes de guerre. Enfin, c'était vraiment un personnage. Il est mort en Ukraine? Non, il est mort de sa propre mort. C'est pas très clair, mais il avait des problèmes d'alcoolisme. C'est vrai que c'est un gars, comme je l'ai dit, qui avait quand même un petit peu baroudé et qui surtout, était un nationaliste français extrêmement connu, extrêmement actif. Et lui a été la grande figure de cette époque. Un recruteur, il était déjà trop vieux, hein. Il avait déjà plus de 50 ans. Et on sait qu'il y a des Français qui sont venus. Certains ont donné des conférences en France en se cachant, hein. Vraiment, les noms étaient cachés. À partir de 2022, par contre, ils sont beaucoup plus bavards. Ils savent que derrière le pays, enfin du moins le régime français soutient cette guerre, donc ils sont un peu plus bavards. On les voit, leurs identités sont souvent connues. Il y en a qui se cachent, mais quand même, ils sont très, très visibles pour au moins un tiers d'entre eux, je pense. Aujourd'hui, justement, cette présence de mercenaires français en Ukraine, elle est quasiment officielle, revendiquée. Il y a des canaux de soutien, des canaux logistiques, des canaux financiers. Est-ce qu'on peut dire que, de votre point de vue, alors que le mercenariat a toujours été un problème juridiquement, vous disiez que la plupart des mercenaires, pendant longtemps, se cachaient, notamment les mercenaires français. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une présence quasiment publique, revendiquée. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une espèce de tolérance de l'État français à leur égard pour les laisser partir ou pour ne pas leur créer de problèmes quand ils reviennent? Quel est un peu leur état d'esprit par rapport à la mère patrie? D'abord, je vais parler de la situation avant, donc avant 2022. Tous ceux qui sont partis en Ukraine, côté russe, que je connais, la plupart d'entre eux ont été ensuite interrogés par les services français, il faut le savoir. Donc je pense que du côté de ceux qui étaient partis ukrainiens, c'était la même chose. Ensuite, après 2022, il y a des recommandations officielles sur les sites de l'ambassade, etc., il ne faut pas partir, voilà, c'est dangereux, etc. Mais on n'a pas vu en France un seul procès entamé contre un volontaire ou mercenaire, ni côté ukrainien, ni côté russe. On a vu ça dans d'autres pays, il n'y a pas longtemps en Suisse, par ailleurs, un combattant côté Donbass qui était venu avant 2022.
Mais en France, on n'a pas vu. Donc en France, on préfère, je pense, pour des raisons de propagande, si on commence à faire des procès, il va falloir tous les juger. Et comme le gouvernement, évidemment, supporte l'Ukraine, ça va faire tâche. Alors, évidemment, si on s'attaque aux Russes, enfin à ceux qui ont combattu côté russe, et là, ça va créer un problème juridique. Pourquoi on juge que ceux qui ont combattu en Russie et pas ceux qui ont combattu en Ukraine? Donc du coup, pour l'instant, on peut dire qu'aucun procès n'a eu lieu pour l'instant, véritablement. Cependant, côté russe, ils ont commencé de condamner par contumace un certain nombre de Français, soit pour le mercenariat, soit pour des crimes de guerre. Ça a commencé dès 2023. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine d'entre eux qui sont condamnés par contumace à des grosses peines de prison en Russie, dans l'idée ensuite de les pourchasser à l'international avec des mandats d'arrêt Interpol. Mais côté français, par contre, tout ça n'existe pas. Pour l'instant, la France ferme les yeux, mais on sait qu'il y a une certaine inquiétude. On a vu, je crois que c'était en 2023, deux mercenaires plutôt néo-nazis rentrés en France. Ils ont été arrêtés à Orly par les services français et ils avaient des munitions et surtout des optiques, enfin pas une Kalachnikov, une arme, mais bon, ils avaient du matériel militaire. Ils ont été condamnés par la justice. Ils arrivaient de Lvov en autobus. Ils ont été condamnés par la justice à 6 mois de prison, il me semble. On était en 2023. Donc ça inquiète aussi la France. Elle doit surveiller ça parce qu'évidemment, c'est des gens qui viennent de la guerre avec tout ce que ça implique dans la perte d'humanité, dans une perte de repères et qui sont souvent des militants d'extrême droite, souvent, et qui peuvent être très dangereux, donc dans des groupes paramilitaires. Donc la France, quand même, surveille ça d'un œil, c'est assez clair. Il y a quelques articles qui sont sortis sur eux, ça commence à sortir un peu plus maintenant. Et je vais donner un dernier exemple, c'est en 2016, un mercenaire français qui a traversé la frontière, est allé en Ukraine, a acheté un stock d'armes, munitions, explosifs, Kalachnikov, et a été arrêté et qui voulait faire des attentats pendant le championnat d'Europe de football en France en 2016. Ça c'est connu, ça s'est répandu ensuite partout. C'est un exemple où la France, évidemment, on l'a fait un peu attention quand même, hein, c'est un peu obligé, parce qu'il y a un certain danger par rapport à ces gens-là. Est-ce qu'on sait, dans toutes les batailles qui ont eu lieu depuis 2022, les grandes batailles, est-ce qu'on sait comment ont été employés les Français? Et vous parliez d'un certain nombre de morts, plus d'une centaine, je crois. Est-ce que, où est-ce que vous les avez comptabilisés? Où est-ce que ces Français sont morts? Comment ont-ils été employés? On a 183 Français, mais je n'ai que 27 morts dans ce lot. Ça fait à peu près 15% du lot. Donc 1 sur 6 ne reviendra jamais actuellement parmi les Français. Les Français, c'est très compliqué de connaître l'état exact des tués chez les Français, déjà parce que je n'ai pas toute la liste, évidemment. Et puis, ceux qui sont morts dans une quantité, dans un grand nombre d'unités. Donc, dans la 3e brigade d'assaut Azov, qui a été reformée après la destruction de la brigade originelle, dans le Diouk, le corps des volontaires ukrainiens, dans l'Ouda, aussi le corps des hospitaliers, donc plutôt des néo-nazis, dans Carpathian Sich. Les autres sont morts sur le front. Il y a un Français, et là c'est un Bourguignon, je suis Bourguignon, Andrea Galeosi, qui s'est fait tuer, lui, à la suite de la 92e mécanisée, dans une compagnie dite Bravo, et qui était dans ce que j'appelle la marche en avant de Kharkov, quand les Russes se sont repliés et les Ukrainiens ont suivi. Et ce type-là est mort un peu après dans ces batailles de la fin de l'année 2022. Donc ils sont morts un peu partout, plutôt dispersés, et il n'y a pas d'unité nationale donc française. Et puis il y a des vidéos qui sont apparues. Donc des vidéos, il y a aussi des blessés qui sont rentrés, comme vous savez. Il y a Maxime Bronchin, par exemple, et d'autres encore, qui sont rentrés estropiés. Donc, mais c'est vraiment un peu partout sur le front et ça monte en puissance. Là, actuellement, là, j'en ai rentré en l'espace de très peu de temps. 4 tués, c'est assez exceptionnel, hein. J'ai dit que j'en avais 27, donc 4 d'un coup en l'espace d'une semaine, c'est énorme. Donc on sait que là, maintenant, ils vont au charbon et que l'Ukraine a le dos au mur et que donc ils les envoient au front maintenant sans hésiter, alors qu'avant, ils étaient quand même plutôt préservés, je pense. Est-ce que on sait si les Russes ont fait des prisonniers chez les Français?
Alors, aucun, mais cependant, ça c'est une information exclusive parce que j'ai parlé de ça avec un représentant du MID, donc le ministère des Affaires étrangères, représentant à Donetsk, et ils ont pris un certain nombre de corps. Et ça, c'est un truc un peu secret. J'essaye de pousser avec ce monsieur pour qu'on ait accès donc, à ces informations-là. Et dernièrement, la Christelle a fait une interview à Koursk dans la brigade Armat. Et elle a interviewé un gars qui lui a raconté comment ils ont trouvé, donc ils ont tué donc, un certain nombre de Français dans des combats. On est à Koursk dans le début de l'offensive, dans l'été. Et ils ont vu les patchs français, etc. Ils étaient plusieurs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce témoignage est intéressant. Il faut évidemment le recouper, il faut être prudent. Mais en tout cas, voilà ce que l'on sait un peu de leur perte et du fait que, voilà, mais il n'y a pas eu de prisonniers, jamais. Par contre, il y a eu des prisonniers colombiens, britanniques, américains, etc. Enfin, il y a eu un certain nombre de prisonniers. Ça, c'est clair, mais pas de Français. Comment on peut expliquer qu'idéologiquement, ces Français qui sont pour beaucoup des ultranationalistes avec une nostalgie pour le Troisième Reich, acceptent de combattre dans un ensemble aussi hétéroclite avec des personnalités d'extrême gauche, avec Bernard-Henri Lévy en soutien à l'Ukraine. Je dirais, comment vous pouvez expliquer cette dichotomie? Alors, je vais parler d'un volontaire qui est venu ici. Je vais donner son positive c'est double mètre, parce qu'il fait 2,02 m. C'est un Français et qui vient de cette frange. Et c'est quelqu'un de très intelligent et j'avais posé cette question parce qu'il venait de ce milieu-là. Et à l'époque, il m'a dit, tu sais, cette guerre a explosé le milieu ultra-nationaliste. Il y a ceux, comme moi, qui ont décidé de servir la Russie pour des raisons évidentes, et les autres qui, eux, ont choisi l'Ukraine. En fait, finalement, je pense que ici, c'est un choix cornélien pour eux. Combattre en Ukraine, c'est combattre pour l'Union européenne, l'OTAN, des valeurs, entre guillemets, de l'Occident dégénéré, LGBT et compagnie. Pour un président, évidemment, Zelensky, qui a des origines juives, etc. Donc, pour eux, c'est évidemment quelque chose de complètement absurde. Mais d'un autre côté, en Ukraine, on a la montée du bordérisme en puissance. Je vais donner des chiffres. En 2002, ils font 70 000 voix, les partis bandéristes. En 2006, 350 000. En 2012, autour des 700 000. En 2014, 1,5 million. En 2019, 2,5 millions. Et le plus gros parti, c'est le parti radical de Lyashko. 2,5 millions. Et il y a une liberté. On peut se balader avec un t-shirt avec Bandera, avec une croix gammée, faire un salut nazi, etc. Ça pose aucun problème. Donc, il y a une certaine fascination. Et pour eux, pour un certain nombre d'entre eux, c'est aussi le retour à 1941-42. Donc, ils s'imaginent être dans la Waffen-SS et c'est reparti. On va finalement détruire ces hordes asiatiques slaves. On est reparti dans cette guerre et puis derrière, Léon de Grelle, la Charlemagne, etc. Enfin, on tourne en rond autour de ça. C'est absurde, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe énorme et qui est assez inexplicable et qui les divise très fortement. Ça, c'est assez clair parce que dans les milieux ultranationalistes, il y a vraiment beaucoup de monde. Par exemple, je ne sais pas, les traditionnalistes catholiques, les monarchistes, les néo-nazis purs et durs, les néo-fascistes qui sont quand même très différents, qui ne sont pas racialistes, les suprémacistes blancs, les identitaires, etc. Enfin, c'est vraiment, ils sont très divisés. Et de fait, ben voilà le résultat avec les paradoxes voilà, qui sont assez énormes et qui font qu'effectivement, c'est assez compliqué. Et bon, je pense qu'ils ferment les écoutilles et bon, voilà, ils ont fait un choix qui est absurde, mais qui est, voilà, c'est comme ça. Quels sont les profils de Français? Vous en avez parlé, il y en a plus de 183. 15% sont morts. Quels sont, si vous pouvez nous donner les profils qui vous ont le plus marqué, quelques exemples? Alors là, il y en a un que j'ai rentré il y a 5 ou 6 jours, quand Nicolas Cinquini, le fameux chasseur de Nazi Corse, a publié. C'est un type, on ne connaît pas son nom, il s'appelle John Kedo. Libération a fait un article sur lui il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. C'est un type qui est, alors c'est le seul quasiment que j'ai, hein, c'est un homme de couleur, il est originaire du Kenya, il est originaire du Nigeria, il est français, donc né en France, c'est un jeune homme, et il est
tenez-vous bien, néo-nazi assumé. Donc là, on est sur un paradoxe absolument total de l'homme de couleur avec ses origines africaines. Il est noir, en plus, il est de l'Afrique noire, etc. Enfin, en plus, de toute façon, quelle que soit évidemment l'origine africaine, voilà, c'est absurde. Voilà, ce profil-là est complètement délirant. Et c'est aussi moi j'appelle ça la cacha, la bouillie. L'Ukraine a créé tout un tas de confusions, etc. Et on voit aussi que dans la société française, il y a un mal profond dans la jeunesse, et certains cas sont complètement perdus ou se perdent. Donc il y a lui qui m'a beaucoup marqué, et puis évidemment, bon, il y a certains néo-nazis, un jeune là que j'ai publié aujourd'hui qui s'appelle Benjamin Dei, et il y en a un autre, je crois que j'écorche son nom, mais c'est pas grave, Aurélien Ferranti. Je vous ai envoyé sa photo. Lui, il part combattre du côté des Kurdes, chez les Peshmerga. Et on le retrouve donc plutôt finalement, comme vous l'avez dit, on pourrait l'estimer peut-être plutôt à l'extrême gauche, peut-être, en tout cas, voilà. Et on le retrouve ensuite en Ukraine faisant le salut nazi. Donc ici, il y a un paradoxe. Et ce sont des très jeunes. Ça, on a oublié d'en parler, mais leur âge quand même, c'est souvent des jeunes qui sont nés pour une grande majorité, je dirais plus de la moitié, entre 1995 et 2005. Voilà, c'est à peu près le profil. Il y a des plus vieux, nés dans les années 80, voire dans les années 70, c'est quand même plus rare. Mais voilà un peu leur profil. Il y en a beaucoup, en fait, sur les 183, chaque profil finalement est étrange. Il y a des soldats. Je me souviens d'un Breton qui s'appelle Lemoal, qui est un légionnaire, donc qui a fait une carrière militaire, voilà, qui est un soldat, un vrai soldat. Voilà, pourquoi il vient en Ukraine, je ne sais pas, mais c'est lui, on peut estimer que c'est pas du tout un combattant idéologique. Est-ce qu'il vient pour se battre? Est-ce qu'il vient parce qu'il avait beaucoup de copains ukrainiens autour de lui dans la Légion? Peut-être. Il y a aussi beaucoup de grandes différences. Puis après, il y a des idiots et des escrocs aussi. Il y a certains qui viennent pour ramasser de l'argent, qui font des appels aux dons, qui sont restés derrière. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont assez marrants. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Je l'avais appelé Jackie le Toulousain. Il a été beaucoup médiatisé. Il était sur la base de Yavorov. Il a fait une vidéo qui est délirante. Enfin, il arrive sur la base, il s'enrôle, on est en mars 2024, il arrive sur la base, ils prennent 6 missiles Kinjal sur le nez et il s'enfuit en chaussettes dans la forêt, terrorisé, il se filme. Et on sait qu'ensuite, ensuite, il entend un bruit de véhicule, donc il parle des chars russes. Donc c'est délirant parce qu'on est à Lvov. Les chars russes sont à des centaines de kilomètres, quoi. Il panique et finalement, il rentrera en France immédiatement. Ça sera l'humiliation totale. Ça fait rire, je sais pas, ça n'a pas fait rire toute la France, mais enfin, en tout cas, c'était délirant. Cette histoire-là, il s'appelle Michael, Michael, je me souviens plus, enfin, c'est pas important. Il est revenu en Ukraine ou il est resté en France du coup après? Il est parti immédiatement après le bombardement. Il a dit: je ne vais pas me faire tuer, c'est dangereux. Euh, donc il y avait un aspect où on va à la guerre, mais c'était un peu la guerre de Don Quichotte contre les moulins. Enfin, une Call of guerre. Duty, quoi. C'est la guerre comme à la télé, quoi. Voilà. Et d'un coup, dès ses premiers instants de guerre, il comprend qu'il peut y laisser sa peau et que finalement, il va même probablement la laisser et il s'enfuit immédiatement. Et d'ailleurs, il dira, mais c'est honnête de sa part aussi, hein, il dira j'ai honte parce que j'ai abandonné, j'avais signé un contrat. Si l'Ukraine me rappelle, je partirai. Mais je sais que ça, s'il est parti, il allait franchement pas revenir en Ukraine. Mais il y a des profils comme ça complètement absurdes. Il y en a d'autres, par contre, c'est des vrais soldats. Il y a ceux qu'on ne voit pas, évidemment, et qui ont des gros parcours militaires, notamment dans la Légion, les paras, les fusiliers marins, les chasseurs alpins. Il y a des vrais soldats, hein. Là, on parle de ces soldats de TikTok, mais il y a quand même ces Français-là. Leurs motivations, des fois, sont pas très claires. D'ailleurs, ils n'en parlent pas, et je pense que tous ceux qu'on voit, c'est soit ceux que les services russes ont débunkés, soit ceux qui sont morts, on a leurs informations, mais il y en a beaucoup qui sont cachés, et souvent, c'est les bons soldats qui ne parlent pas, les silencieux. Donc ceux-là, évidemment, je ne peux pas les atteindre, on ne peut pas les atteindre, mais ça serait intéressant quand même de savoir pourquoi ils sont partis. Est-ce qu'il y a toujours un afflux de Français qui s'engagent au sein de l'armée ukrainienne ou avec les revers et les difficultés rencontrées par l'Ukraine qui sont croissantes, il y a un tarissement
des engagements? Alors, j'y ai cru. Et en début d'année, d'un coup, on en a vu arriver. Là, je vous ai dit, j'en ai rentré plusieurs. J'en avais 171, je crois, en décembre 2024. Là, je suis à 183. Et c'est une nouvelle vague. Donc, il y a une nouvelle vague. Je suis très surpris. Il y en a un qui s'appelle Éric Coursier. Il a été tué dans la brigade Azov au mois de mai. Il est arrivé au tout début de l'année. On a vu son profil passer. Un jeune homme qui avait servi dans la police nationale, de mon idée, de la région de Bron, Lyon, et qui est arrivé en tout début d'année. Donc il y a une nouvelle vague. On a eu aussi un Français d'origine bosniaque qui s'est fait tuer aussi, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On en a vu un autre, il a un nom un peu, je me souviens plus son nom. Il a des origines sans doute, il s'est fait tuer aussi, est arrivé aussi en début d'année. Et là, on en a eu encore un et un deuxième qui était révélé. Donc il y a une nouvelle vague. Effectivement, c'est assez étonnant. Qui est moitié-moitié néo-nazi patenté, enfin cette mouvance, et combattant pour la démocratie. Voilà, donc ils arrivent encore. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, dans le contexte des revers, ils ne devraient plus arriver, mais je pense qu'il y a un aspect où la télévision française, les médias français jouent beaucoup. La menace russe. Si on ne va pas se battre après l'Ukraine, ce sera la Pologne, l'Allemagne et la France. Oui. Donc, il y a un aspect où la propagande travaille les cerveaux et il y en a qui réfléchissent. Il y en a aussi qui étaient jeunes. Là, j'en ai un, on parlait d'Éric Coursier. Il est venu en 2022 à Kharkov dans une unité de mercenaires, mais il avait 18 ans. Et là, on sent, il est rentré parce que probablement les parents ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit, écoute, finis tes études. Dès qu'il a eu terminé, hop, 2025 sur le front, 3 mois après, il était mort. Donc c'est triste pour cette famille, mais enfin bon, voilà, moi évidemment je supporte pas l'Ukraine et de loin, mais en tout cas voilà, c'est une réalité. Il y en a qui réfléchissent, qui mûrissent, et c'est souvent des très jeunes et qui évidemment se cherchent. On comprend aussi qu'il y a voilà cette crise de la masculinité. Aussi en France, peut-être qu'il y a pas mal de jeunes qui s'ennuient, qui voient pas d'avenir. Il y a aussi beaucoup, ça dépend du contexte familial, j'imagine, la crise, tout ce qu'on entend autour, le Covid, la crise de Covid, enfin, ces répressions politiques sous-jacentes, etc. Je pense qu'il y a une ambiance en France très pesante qui fait qu'il y a des hommes qui font ce mauvais choix et qui se disent, bon, voilà, je serai un héros et puis de toute façon, je serai utile. Et on le voit souvent dans les déclarations. Kittelman les met beaucoup en scène. Et le discours, c'est souvent ça, hein, on vient défendre l'Europe. Voilà, donc c'est un devoir. Et la France devrait envoyer ses troupes, c'est honteux. Alors moi, je pars pour sauver l'honneur. Ça m'attriste, mais voilà, c'est une réalité. On sait que vous avez dû le suivre, peut-être le regarder. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy vient de sortir son documentaire Notre guerre. Oui. Il explique dans ce documentaire que la guerre russo-ukrainienne concerne la France au premier chef et que les Français devraient plus soutenir l'Ukraine, voire même devraient aller se battre en Ukraine. Est-ce que dans ces contingents français, vous avez parlé des nationalistes, des néo-nazis, etc. Est-ce que vous avez identifié des gens qu'on pourrait assimiler à des amis de BHL qui se recommandent de son idéologie, de son positionnement politique, ou est-ce que les amis de BHL ne sont pas encore arrivés sur le front? Alors, j'ai pas trouvé d'amis de BHL, très clairement, mais peut-être qu'il y en aurait, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il y en ait. Cependant, j'ai des Israéliens, évidemment, et dans ces profils-là, j'en ai très peu, hein, j'ai à peu près 20 Israéliens, mais qui ont tous quasiment des origines ukrainiennes, biélorusses, russes. Ce sont des gens dont les parents sont venus après l'écroulement de l'URSS en Israël et qui, voilà, se rappellent aussi de leurs origines, voilà, ukrainiennes, etc., et qui viennent combattre. Mais pour les Français, j'ai les chiffres régionaux. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant. Mais il n'y a pas d'amis de BHL et j'ai pas trouvé, entre guillemets, de sionistes, ou du moins cette frange voilà, politique en France. Ils viennent pas combattre cela. Mais je pense que BHL touche un public plutôt, on va dire, euh, voilà, peut-être. Parisien. Oui, pour que ces gens-là. Paris, par ailleurs, c'est intéressant là, ce que vous dites. Paris, ne fournit que très peu de volontaires. Là, au niveau de mes chiffres, la première région pourvoyeuse de volontaires des origines que je connais, parce que des fois, je ne connais pas leur origine, Ouais. c'est le sud de la France, très loin devant.
Ça, c'est intéressant. Et ensuite, derrière, l'ouest de la France. Deuxième région pourvoyeuse de mercenaires. Ensuite, en 3, on arrive sur l'est de la France, avec le nord. Ensuite, Paris et le centre de la France qui est dernier. Il y a un type de l'outre-mer, j'ai trouvé un Tahitien, un Polynésien, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment un Polynésien, donc pas un Français de Polynésie, vraiment un autochtone, entre guillemets. Donc ça, c'est très étonnant. Pourquoi est-il venu? C'est absolument absurde. Et dans l'immigration, les chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'entre eux, une trentaine, qui ont des origines hongroises, polonaises, ukrainiennes, voilà, qui sont dans des pays, géorgiennes, tchétchènes, qui sont dans ces pays où la haine de la Russie peut être présente par rapport au passif historique. Familial, ouais. Et après, pour les très peu, très peu, j'ai parlé de ce fameux John Kaido. J'ai 6 ou 7 Français qui sont issus de l'immigration, mais africaine. Et dans le tas, j'ai aussi beaucoup, c'est surtout ceux qui sont de Français d'origine italienne, portugaise, espagnole. Ils sont quand même assez nombreux. On sent qu'il y a l'origine latine joue quand même. Peut-être par ailleurs, parce que les Italiens, c'est Mussolini, l'Espagne, c'est Franco, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont assez présents. D'accord. Des Français, vous en connaissez aussi côté russe. Est-ce que vous avez eu des récits de combats entre Français, entre les Français engagés côté ukrainien et les Français engagés côté russe? Est-ce qu'il y a eu des retours sur des combats entre Français? Jamais. Parce que déjà, ils sont quand même... autrefois, c'est un front qui fait 400 km. Maintenant, le front fait, je ne sais pas, 1200, 1500 km. Enfin, c'est énorme. Leurs chances de se rencontrer sont quasiment nulles. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Et j'ai jamais entendu parler un seul volontaire ou mercenaire chez nous qui ait rencontré des Français ou ont entendu la langue française en face. Cependant, je sais qu'ils ont des joutes verbales. C'était surtout avant 2021, venant parfois du même milieu, de la même ville, etc. Je sais qu'il y a eu des communications qui étaient assez chaudes entre eux. Ça, c'est clair. D'accord. Laurent Braillard, merci pour cet entretien passionnant. On va mettre en lien, en description de cette vidéo, le lien vers votre chaîne Telegram pour ceux des auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur cette question. Et je vous réinvite très prochainement pour une autre thématique, puisque je le disais, vous êtes dans le Donbass et vous faites de l'enquête, vous êtes au contact de la réalité du terrain, et donc j'espère vous avoir très prochainement pour traiter d'une autre thématique. Bien, merci à vous, Charles, et merci à Omerta, ça sera avec un grand plaisir. À bientôt, merci. Merci. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de télécharger notre application sur laquelle vous allez retrouver notre dernier documentaire, le petit dernier, consacré aux chasseurs de dronistes réalisé dans la région de Tchassiviar, entre Bakhmout et Tchassiviar, il y a 1 mois et demi. Ce documentaire est exceptionnel et si vous souhaitez soutenir le travail d'Omerta, téléchargez dès maintenant notre application. À bientôt.